Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un test fonctionnel pour un site web. Pour faire cela, il faut partir d'un scénario. Donc, pour partir d'un scénario, on va regarder des scénarios déjà existants et on va se concentrer sur un scénario qui fait un parcours d'achat sur un site de e-commerce traditionnel. En l'occurrence, là, c'est un site de skateboard. Donc ici, on voit le scénario qui a été créé et intégré déjà dans PlanetCare. On peut aller le voir directement en cliquant sur ce bouton-là dans Selenium IDE. Donc là, il est directement chargé dans le plugin dans mon navigateur, ce qui me permet de voir l'ensemble des étapes ici et de le jouer localement sur mon ordinateur. Donc la sélection du skateboard, mise au panier, commander, on tape le nom, my first name, le prénom, l'email, la date de naissance, le mot de passe, on accepte les conditions, continuer, on remplit ensuite l'adresse, le code postal, la ville, continuer, et là on va vérifier un certain nombre d'éléments. Voilà, on arrive sur la dernière page, c'est OK. Donc là on voit que le scénario s'est déroulé sans problème dans Selenium IDE, donc avec le navigateur présent sur ma machine. Je peux également, une fois qu'il est intégré ici, on retrouve l'ensemble des étapes qu'on vient de voir, avec des screenshots à chaque étape, et on voit ici qu'il y a la saisie du first name, la saisie de l'email, la saisie du password, etc., etc. Voilà, à la fin du scénario, ce qu'on fait, c'est qu'on va stocker dans une variable des éléments qui sont lus sur l'interface. Là, typiquement, dans la zone de paiement, on a un prix qui est affiché. On va le stocker dans la variable qui s'appelle outPriceToPay, et de la même manière, on va stocker le prix qui est à droite dans le panier dans une deuxième variable qui s'appelle outPriceBasket. Tout ça, ça va être pour les comparer ensuite de manière logique dans les jeux de données. Oui, dans le scénario, on retrouve également la vérification d'un élément lu sur l'interface, ici dans le mode de livraison, le fait que le texte gratuit soit présent, et on vérifie donc la présence de ce texte gratuit ici directement dans l'interface. L'idée va être de remplacer cette valeur fixe par une valeur qui vient d'un jeu de données. Voilà, alors il est toujours possible de valider ce scénario avec le navigateur qui est sélectionné dans la liste déroulante qui est ici. Et si je clique sur validation, cette fois-ci, le script va être exécuté en mode cloud dans un navigateur dans le cloud, dans le navigateur Chrome 91 que j'ai sélectionné, et je vais avoir la possibilité de voir le visuel sur cette machine. Voilà, une fois que la validation est lancée, le système va s'accrocher à une ressource cloud qui contient un Chrome 91. Cette ressource, je peux ici, en cliquant sur cette icône, la voir en streaming. Donc là, je vois ce qui se passe dans la machine qui est en train d'exécuter le test. Cette fois-ci, cette machine elle est bien en mode cloud, c'est pas sur ma machine. Le navigateur que je suis en train de voir, c'est bien le navigateur qui exécute le script dans le cloud. Donc là, je peux contrôler le site web, l'ensemble du scénario, de la même manière que je le faisais tout à l'heure sur ma machine. Et en temps réel, ici, j'ai les screenshots qui avancent au fur et à mesure de la validation des différentes étapes. Voilà, donc une fois que le scénario est valide, l'étape suivante va consister à adapter les variables pour les datasets. Donc en fait, l'ensemble des champs qui ont été saisis de manière fixe ici, par exemple lors de l'écriture du prénom, my first name, cette valeur fixe, je voudrais la remplacer par en fait une variable qui vient d'un jeu de données. Et donc pour ce faire, je vais utiliser une syntaxe qui est proche de la syntaxe Selenium classique, qui est $accolade, in underscore le nom de la variable, donc ici je vais dire first name, virgule, je garde la valeur par défaut et je ferme l'accolade. Une fois que j'ai fait cette manipulation, mon champ ici va être donc remplacé en temps réel soit par la variable qui vient d'un dataset, soit par la valeur par défaut. Et je vais faire ça sur l'ensemble des variables que je souhaite injecter depuis un jeu de données. Donc en l'occurrence ici, in last name, etc., etc. Voilà, alors ici on retrouve le scénario où toutes les variables ont été remplacées, et donc les valeurs vont être injectées depuis un jeu de données.
on retrouve l'ensemble de la syntaxe traditionnelle. Ce qu'on a fait ici aussi également, tout à l'heure on a dit qu'on allait stocker des valeurs qu'on allait récupérer dans l'interface dans des variables de type outPriceToPay et outPriceBasket. Ce qu'on a rajouté ici, c'est deux échos qui me permettent de voir les valeurs qui ont été lues et les afficher ici en clair dans le scénario. Et je rajoute une commande spécifique qui est une commande de type displayError que je vais faire afficher dans un cas bien particulier. Donc ça, c'est la condition d'exécution de cette étape, qui dit que si une variable que je vais remplir depuis un dataset qui va s'appeler inIsPricingIssue, avec une valeur par défaut de false, si cette valeur est égale à true, alors cette étape est jouée. Cette étape étant jouée, ça va afficher une erreur qui va me dire il y a un pricing issue. Alors, l'étape suivante est tout simplement le fait de créer un test fonctionnel. Donc je vais utiliser ce scénario pour créer un test fonctionnel. À partir de là, j'arrive sur mon test fonctionnel, je retrouve ici le nom de mon scénario, ici l'URL de base que je peux éventuellement surcharger pour éventuellement attaquer un site de pré-prod ou un site de staging. Je vais sélectionner les navigateurs sur lesquels je souhaite faire exécuter mon test. Donc là, je vais prendre 3 navigateurs standards. Ensuite, il y a un certain nombre de paramètres, donc l'activation de la comparaison d'images entre les étapes, on verra ça dans une vidéo ultérieurement. Le fait de pouvoir renseigner un code API pour déclencher ce test à partir d'un appel API externe. Et le fait de renseigner un éventuel mail de synthèse qui sera envoyé systématiquement tous les jours pour signifier que le test a bien été joué ou a des erreurs de manière régulière. Ce qu'on va faire de manière explicite ici sur ce test, c'est qu'on va activer les jeux de données. À partir du moment où on active les jeux de données, l'ensemble des scénarios présents dans ce test fonctionnel sont parsés et l'ensemble des variables qui ont été détectées dans les scénarios remontent ici. Donc ici, on voit toutes les variables in first name, in last name, etc., etc., qu'il va falloir renseigner dans le dataset. On a aussi les variables en sortie qui ont été repérées, donc le outPriceToPay et outPriceBasket. Ici, on retrouve juste l'explication de la syntaxe de l'utilisation des jeux de données. On a également la possibilité d'utiliser des fonctions intégrées qui vont nous permettre de générer, par exemple, un email randomisé. Par exemple, de comparer des strings ou des débuts de string. Et on va voir ça ultérieurement. Comment se présentent les datasets? Ici, on retrouve en ligne l'ensemble des variables qu'il va falloir renseigner, les variables qui sont en entrée de scénario. Et en colonne, on retrouve les datasets qui vont être exécutés successivement. L'idée est donc de remplir pour chaque dataset des valeurs soit fixes, soit évaluées pour chaque variable de sortie. Voilà, là on retrouve les datasets qui ont été renseignés. Donc par exemple, on a un dataset Pierre, dataset Paul et dataset Jacques, sur lequel on retrouve pour le first name Pierre, Paul, Jacques, Marty, Martin, Martel, etc. Ici, on voit qu'on a utilisé la fonction random email, qui permet de générer un email aléatoire avec un préfixe de Pierre et un suffixe yopmail.fr, un password, des variables fixes, des valeurs fixes, l'adresse, etc. etc. Ici, une valeur qui va être vérifiée sur l'interface Verify Shipping Price, donc on vérifie qu'on a bien gratuit qui est affiché sur l'interface, et on va remplir la fameuse variable isPricingIssue à partir d'une expression évaluée. Cette expression évaluée est la suivante. On prend le outPriceToPay et on le compare à outPriceBasket, qui lui inclut TTC. Et donc on remarque si ces deux valeurs sont égales ou différentes. Si elles sont différentes, alors la valeur de inIsPricingIssue est vraie. À partir de là, l'étape qui inclut cette valeur dans ces conditions va être exécutée et va générer une erreur qui signifiera que les deux prix ne sont pas égaux.
Ensuite, pour lancer le test fonctionnel, on a plusieurs solutions. La première, c'est de lancer le test directement à partir du bouton qui est en haut à droite. La deuxième, c'est d'intégrer ce test dans un plan de test et d'exécuter ce plan de test. Il y a une vidéo spécifiquement qui est faite sur les plans de test. Et la troisième solution, c'est de déclencher ce test via un appel API avec l'API publique de CloudNetCare qui est api.cloudnetcare.pro. Quel que soit le mode de lancement du test, on peut systématiquement aller voir le journal d'exécution. Ici, on va aller voir la dernière exécution, qui est une exécution qui est OK, qui a été jouée par 3 devices et 3 datasets, donc 9 run units. 9 exécutions unitaires. On retrouve en colonne les navigateurs, donc on voit que ici sous Chrome 91, les 3 jeux de données ont été exécutés successivement et tous sont OK. De la même manière pour Firefox et pour Edge. Ici on retrouve le jeu de données dataset Pierre, et si on clique sur la loupe, on peut aller voir le détail de l'exécution. Ici on retrouve l'ensemble des étapes qui ont été exécutées, avec les valeurs qui ont également été injectées lors de l'exécution de ce test fonctionnel, qui correspondent aux valeurs injectées depuis le jeu de données. Et ici on retrouve les valeurs qui ont été élues sur l'interface avec le fameux echo, où on voit que c'est 99 € et là 99 €, donc 90 TTC. La comparaison a priori a été OK. Ce qu'on a fait dans le même test pour générer des erreurs et voir comment les erreurs sont interprétées, c'est que dans les jeux de données, on a changé un petit peu les conditions. Dans le dataset Pierre et Paul, on a la vérification des frais de port, qui est gratuit, et par contre on s'attend à ce que Jacques ait des frais de port de 10 €. Donc après on va voir ce que ça donne au niveau de l'exécution, sachant qu'il y aura gratuit dans ce cas de figure. Et en fait, deuxième condition, et ça peut être une condition métier, le fameux price to pay et price to basket, il est TTC pour Pierre, il est TTC pour Jacques, mais par contre on s'attend à ce que Paul est un prix hors taxe. Et donc on va vérifier ce que ça donne une fois que l'exécution a eu lieu. Voilà, on retrouve ici l'exécution. Et voilà comment sont présentés les résultats des exécutions. Toujours les 3 navigateurs en colonne et en ligne les datasets. Donc Pierre, a priori, sur les 3 navigateurs, il n'y a aucun problème. Par contre, on voit que sur les 3 navigateurs, Paul a un problème avec le pricing issue, donc c'est-à-dire le fait que la comparaison du hors taxe et du TTC n'est pas conforme. Et ici, on voit bien qu'on a eu TTC au niveau du price to pay et on attendait un prix hors taxe, d'où l'erreur qui a été générée. Et de la même manière, ici, on va voir que le test concernant le dataset Jacques a généré une erreur sur l'étape 20. Et là, c'est gratuit, doesn't match with 10 €. Donc, on attendait un prix de livraison de 10 € et sur l'interface, on a eu gratuit, donc l'erreur a été générée sur l'étape 20. Voilà, pour finir la présentation des tests fonctionnels, on va survoler les fonctionnalités qui sont précisées dans des vidéos spécifiques concernant par exemple la création de plans de test, où on a la liste des tests et on a la possibilité de taguer avec des tags que l'on crée à la demande facilement ces tests pour ensuite les retrouver et créer des plans. Dans ces plans, je vais pouvoir utiliser les tags de manière à sélectionner un certain nombre de tests dans mes plans. Et dans ces plans, je vais pouvoir créer des groupes, typiquement ici un groupe web et un groupe mobile, où vont être regroupés mes tests avec la possibilité de les exécuter soit en série, soit en parallèle dans l'ensemble de ces groupes. Ces plans de test sont ensuite exécutables de manière autonome et on le retrouve ici dans les plans d'exécution. Ici, on voit que ce plan de test a été exécuté 4 fois, dont 3 fois KO et 1 fois OK. Ici, on retrouve les différentes exécutions et on reprend ici l'ensemble des résultats tels qu'on les a observés tout à l'heure. On a toujours la possibilité de mettre un commentaire sur l'exécution et de valider, de dire que cette exécution a été vue par un humain de manière à remonter ça dans des rapports.
rapport qui est accessible directement ici dans l'itération. On retrouve un certain nombre de KPI sur ce plan de test, sur l'exécution de ce plan de test. De la même manière, l'exécution de ce plan donc, a généré des erreurs, et ces erreurs vont potentiellement être traquées avec des bugs. Donc on a la possibilité ici de rajouter un bug tracking qui va nous permettre de traquer un bug qui est renseigné dans un outil externe, typiquement un Jira ou autre, pour être capable donc de le suivre et voir l'évolution de ce bug au niveau des équipes de développement, pour ensuite voir si ça me fait ou non repasser mon test au vert. Donc typiquement ici, je retrouve l'ensemble des bugs qui ont été signifiés sur ce test fonctionnel. Il y a un premier bug qui est lié au dataset JAC, livraison gratuite alors qu'on attendait 10 €, et un deuxième bug qui a été généré ici, qui est le prix TTC alors que j'attendais un prix hors taxe. Ici on retrouve un ID externe et un lien qui nous permet, si jamais je souhaite envoyer dans soit l'outil externe, soit à des gens à l'extérieur, un lien qui leur permet d'avoir accès directement aux résultats détaillés et aux détails de l'exécution du test en question. Donc ici on voit que toutes les erreurs ont généré des bug tracking. Donc ici on a un bug qui est dans un statut in progress qui correspond au fait que le logo a été changé en rouge. Et donc là on a la possibilité de voir tous les bugs qui sont traqués en temps réel. On retrouve directement l'accès au bug tracking, le fait de pouvoir voir en détail l'erreur ou de directement retomber sur la page de l'exécution qui a provoqué, donc sur lequel est renseigné ce bug tracking. Il peut y avoir aussi des cas de figure où un bug est présent sur plusieurs tests et identifié comme étant le même, auquel cas il a un même ID externe. Donc là on est capable de regrouper l'ensemble des bugs qui ont été détectés sur différents tests par un ID externe qui signifie que celui-ci est traité au niveau des développeurs comme étant un même et seul bug. Et donc on va faire évoluer son statut de manière globale. On a également la possibilité de voir l'ensemble de l'historique d'exécution de l'ensemble des tests. On retrouve les tests, on retrouve les journées, et par jour des différentes couleurs qui permettent de voir les exécutions. On a également la possibilité d'activer le système de comparaison d'images qui est détaillé dans une autre vidéo et qui typiquement est capable de remonter des erreurs de ce type. Ici on a un screenshot qui a été pris qui est en erreur versus le screenshot de référence avec la carte de chaleur qui nous dit la zone dans laquelle la différence a été observée. Et on voit qu'effectivement entre les deux, le skate a changé de couleur, ce qui est une régression et un problème, chose qui n'aurait pas pu être facilement détectée autrement que par la comparaison d'images. Voilà, ceci conclut une présentation rapide des tests fonctionnels.